Et ça roule. C'est parti pour une 5e des infos TCBH. Cette semaine, on a du lourd. On vous réserve une panoplie d'entrevues. Vous voulez en savoir plus? Donc c'est parti pour vos infos TCBH. Une panoplie d'entrevues. Entre autres, le parc Forestifruit inaugurait officiellement ses installations. Marco Alberio, chercheur universitaire qu'on a pu entendre la semaine dernière dans l'émission, nous parle cette fois-ci d'un sondage pour les aînés. J'ai rencontré Julie Ouellette du Centre Alpha des Basques pour nous parler de leur AGA, leur Assemblée générale annuelle. J'ai été à la Maison de la famille des Basques de Trois-Pistoles pour rencontrer Josiane Fraser. Et finalement, j'ai pu rencontrer quelques membres du comité Fleur de Lys, comité des loisirs de Saint-Mathieu-de-Riou. On commence d'abord avec l'inauguration du parc Forestifruit. Ça se passait dans la cour de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Je vous en dis pas plus, le reportage parle de lui-même. Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Mélanie Paquette, je travaille pour Cosmos Les Basques et c'est moi qui va présider cette conférence de presse. Je remercie l'école secondaire de nous recevoir aujourd'hui pour inaugurer le parc Forestifruit qu'on voit à l'arrière de moi. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui sur nos terrains de l'école. C'est un projet qui a vu le jour grâce à une équipe très engagée et beaucoup de partenaires. Mais plus particulièrement avec Mme Anne Drapeau, qui est enseignante ici en adaptation scolaire à l'école. En novembre 2019, elle a eu cette idée-là qui a commencé à germer dans sa tête. Ensuite, donc, elle nous en a parlé ici à l'école. On a fait les démarches avec le centre de service pour voir si ça pouvait se réaliser. Et c'est à partir de février 2020 que ça a vraiment commencé à voir le jour. Forestifruit, pour nous, c'est une grande fierté parce qu'on sait que depuis mars 2020, comment c'est difficile d'y aller de projets novateurs à cause du contexte de la COVID. Donc, ce projet-là, pour nous, c'est encore plus une grande fierté due au contexte. C'est donc sur le terrain de l'école, ici, à l'école secondaire de Trois-Pistoles, que ce projet de développement durable d'une forêt nourricière a vu le jour. Et dans quelques années, ça va être de toute beauté et la communauté va pouvoir faire ce que Mme Drapeau appelle une récolte citoyenne. Donc, ça sera ouvert à la communauté pour venir cueillir les fruits qui vont pousser ici. Bien que le projet soit lancé bien en marche, c'est un projet qui est encore embryonnaire. Je ne vous cacherai pas que pour les mois, les années à venir, on va avoir besoin de partenaires pour aider à l'entretien du terrain. Vous voyez, c'est assez grand et tout ça. Donc, on a une belle équipe engagée à l'école. On a Mme Drapeau, les élèves en adaptation scolaire et tout ça, mais ça va prendre aussi un peu plus de gens pour mettre l'épaule à la roue. Donc, je lance l'invitation à tout le monde. Puis, finalement, je veux terminer en remerciant tous nos partenaires de près ou de loin, sans qui ce projet-là n'aurait pas pu se concrétiser. Donc, que ce soit par l'apport de ressources financières, de ressources matérielles, les gens, mais surtout le temps qui a été investi ici. Donc, merci vraiment beaucoup à tous les partenaires. Là, je ne vous nommerai pas toutes pour pas vous oublier, là, parce que l'apport de tout le monde a été très important. Mais merci vraiment, l'école, le personnel, les élèves, la communauté, là,
on vous est redevable là-dessus. Donc, merci beaucoup. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes tous, chacun dans votre domaine, un partenaire important de ce beau grand projet. Vous savez, l'agriculture, puis là, moi, l'agriculture, je connais ça. Moi, je suis né sur une ferme. À 5 ans, j'étais dans le Clos des Vaches, puis à 60 ans, j'étais encore sur mon tracteur. Je connaissais l'agriculture. L'agriculture, là, c'est du vivant. C'est le proche de la terre. C'est ce qui a nourri, c'est ce qui a fait naître, c'est ce qui a fait progresser toutes nos nations. Le capital terre, le capital valeur agronomique, c'est ce qui permet à une nation d'exister. C'est la première chose. Moi, je pense que la pandémie, si elle a eu un avantage, c'en est un, c'est de nous ramener plus proches des vraies valeurs, nous éloigner de l'artifice du monde moderne, de Facebook et de tout ce qui est électronique et artificiel. Je pense que ça aura eu un bon effet là-dessus. L'agriculture, vous savez, c'est une grande chaîne de valeur. On commence par défricher la terre, par bouleverser la terre, par essayer de recréer une biodynamique dans le sol pour pouvoir faire pousser des aliments. Ensuite de ça, on plante des graines, des graines des produits qu'on veut pour se nourrir. On les regarde pousser, mais on ne fait pas juste les regarder pousser, il faut les entretenir. L'agriculture, c'est une job permanente. Ce n'est pas une job 324 heures par jour, mais c'est une job permanente dans laquelle il faut surveiller les aléas du temps, etc., etc. Après ça, après que tu as fait pousser, il faut que tu récoltes. C'est une autre étape, c'est une autre maille de la chaîne de valeur. Puis après que tu as récolté, il faut que tu la mettes en marché, il faut que tu la manges. Puis là c'est le plus beau, ça, quand tu la manges. Puis, entre-temps, il se perd beaucoup de choses. Ça fait que c'est important de s'assurer. Puis là, les partenaires ici, là, vous représentez probablement la solution à l'ensemble de la situation. C'est important de tous se mettre ensemble pour s'assurer que la grande étape de la terre à l'assiette, elle se fasse de la meilleure façon. Nous, la MRC des Basques, on a lancé il y a à peu près une dizaine d'années un PDZA. C'est un plan de développement de la zone agricole. Bon, on a passé pour des hurluberlus au début parce qu'on disait là-dedans que oui, il faudrait... Parce que, tu sais, il est venu un temps où on croyait là, que ça a commencé avec Steinberg, là, que l'épicerie, c'était ça qui nourrissait le monde. A fallu se sortir de ça. Puis, avec notre plan de développement de la zone agricole, on amenait des pistes de solutions pour aller chercher le plus possible de solutions autour de nous autres. Puis, la pandémie aura eu aussi cet effet bénéfique-là, c'est que c'est important de ne pas dépendre des marchés étrangers, de ne pas dépendre des autres pour notre subsistance. La subsistance, là, notre nourriture, c'est 3 fois par jour à tous les jours de l'année. C'est probablement le besoin le plus important qu'on a. Ça fait que, moi, je pense qu'on a ici là, un étalage de la solution parfaite avec le jardin, avec le parc forestier-fruits. On a la solution parfaite pour répondre à ce besoin-là primaire de l'humain. Fait que merci à tous, là je ne vous nommerai pas parce que je vais m'oublier, merci à tous les partenaires là, qui avaient fait une job extraordinaire, puis je vous incite à continuer, puis comptez sur nous autres à la MRC, c'est encore inscrit dans notre PDZA, puis on va s'assurer qu'il y ait un suivi de ces choses-là. Fait que merci beaucoup, longue vie au Parc Forestier-Fruits. Ça va bien? Oui. Ben moi, c'est ça. Moi, c'est Anne Drapeau. Donc, j'enseigne au groupe en adaptation scolaire, le groupe qui travaille principalement dans le jardin de légumes et de fruits, bien évidemment, plus tard. Ça va finir par en donner. Donc, oui, ça a été beaucoup de travail, mais je pense que ça va valoir la peine. Ça vaut déjà la peine, mais je veux dire, je pense que, imaginez ça, dans 2 ans ici, là, ça va être de toute beauté. Ça fait longtemps qu'on plantait des arbres à chaque année, un peu, là, je dirais une dizaine, vingtaine, là, pour faire... on voulait faire une barrière pour le vent, mais des arbres, à chaque fois, c'est pas beaucoup, hein, ça prend pas beaucoup de place. Fait que là, je me suis fâchée, là, j'ai dit, tiens, demain matin, il faut se lever, puis c'est bien plein.
Fait que c'est ça qui est arrivé. Sans le comité, j'aurais pas pu avancer aussi vite, hein. C'est évident. Je vais vous le présenter, le comité. On a Giovanni Lebel. Ensuite, on a Mélanie Paquette, agente Cosmos. Andréane Bérère pour Cuisine collective. Maxime Faubert pour Univers Emploi. Et on a Nicolas Rioux qui est de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Puis il y a moi, bien entendu. Donc, le comité travaille fort pour faire avancer parce que, comme on vous a dit tantôt, on a d'autres phases dans le projet qu'on veut, on veut le rendre encore plus beau, plus convivial, plus accueillant pour venir s'asseoir dedans, puis de regarder et de relaxer dans la nature. Je vais nommer, dans le fond, les partenaires que je remercie énormément. On a Arbre Évolution, ils ne sont pas ici ce matin. Le Centre de services scolaires du Fleuve-des-Lacs, l'École secondaire de Trois-Pistoles, bien entendu, la Ville de Trois-Pistoles, la MRC des Basques avec M. Bertin. On a Cosmos des Basques, Tapis Rouge Film, Fondation BR, Belle-Île Porte et Fenêtre de Saint-Jean-de-Dieu, Côté Ouellette Tivierge, Avocat Notaire de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles, Bioptère pour les plats de noisettiers, Créosus, Après le Superflot, la Caisse populaire L'Héritage des Basques avec Mme Édith April, ici présente, et Mario Bérubé. Organique Océan, Agriscar Coopérative, Bérubé avec Steve, Bérubé JMC avec Steve Sirois qui est là. Chevalier de Colombe, Croque Ensemble des Basques, Autobus Denis, Nocomis, Joanne, j'ai vu Joanne tantôt, Joanne Beaulieu, bonjour Joanne. Pharmacie Brunet aux Galeries de Trois-Pistoles, les Fibres de verre Rioux avec Pascal et Jérôme, Tapis Saucier Fleur Déco, la Fromagerie des Basques, Monsieur Denis Tardy, Biarritz et Libertad de Trois-Pistoles, le Club Mustang du Bas-Saint-Laurent, Luc Saint-Pierre, agronome de Saint-Cyprien, Conteneur KRT et Transport Sébastien Bélanger. Voilà, c'était nos partenaires financiers. Merci beaucoup, vraiment, au nom du comité, en mon nom et au nom des jeunes. Bien content. Je m'appelle Benoît Ouellette, je représente Tapis Rouge Film, qui est une boîte de production en cinéma et télévision rimouskoise. Et pourquoi je suis ici, c'est que pour une émission de télévision qu'on a produite, que j'ai réalisée, qui s'appelle Ça change quoi, qui a été diffusée sur les ondes de TELUS, ma communauté, et sur les ondes de Savoir, Média aussi, donc Canal Savoir. On a réalisé une émission qui s'appelle Ça change quoi, qui en fait était Hugo Latulippe, qui recevait différents acteurs qui venaient nous parler de la crise climatique, finalement. Donc, on a 16 épisodes. Et nous, on voulait vraiment passer des paroles aux actes. Donc, on réalise une série, mais on voulait aussi un peu montrer l'exemple. Et donc, pour cette série-là, on a décidé d'être carboneutre. Et pour ça, on a fait affaire avec Arbre Évolution. Et grâce à ce qu'on a compensé comme carbone, Arbre Évolution a pu venir ici pour le parc. Et donc, on est extrêmement fiers de ça. Donc, pour ceux qui veulent voir la série, là, c'est disponible sur YouTube, sur Savoir Média aussi. Il y a une balado aussi, c'est super intéressant. Donc, je vous invite fortement à aller regarder la série, de pouvoir constater maintenant que oui, on a fait une émission, ce qui est un peu éphémère. Tu sais, dans 30 ans, peut-être qu'on se rappellera, en fait, c'est sûr qu'on ne se rappellera pas de cette émission-là, à moins de quelque chose d'extraordinaire, tandis qu'ici, on a quelque chose qui est périn avec une forêt d'arbres fruitiers. Et ça nous rend extrêmement fiers de pouvoir constater l'impact qu'on peut avoir avec notre métier. Donc, juste pour la fin, le mot de la fin, le parc forestier 1250 arbres ont été plantés à l'automne 2020, 450 arbres fruitiers, 750 arbres forestiers et 50 plants de noisetiers qui, dans quelques années, pourront nourrir tous les gens qui pourront s'y promener. On passe maintenant au deuxième reportage. Pour vous, j'ai été rencontrer Mme Julie Ouellette, qui est coordonnatrice du Centre Alpha des Basques. Bon visionnement. Je me trouve au 15 rue Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles.
À l'intérieur de ce bâtiment se trouve le Centre Alpha des Basques. Et la raison pour laquelle je me présente ici aujourd'hui devant vous, c'est que le Centre Alpha des Basques tiendra bientôt son Assemblée générale annuelle. Et pour nous en parler davantage, j'ai été rencontrer Julie Ouellette, qui est la coordonnatrice du Centre Alpha des Basques. L'Assemblée générale aura lieu à l'école secondaire, à l'auditorium de l'école secondaire de Trois-Pistoles, le 29 octobre à 1h30. Habituellement, on fait une activité un peu plus festive pour souligner cette journée-là, sauf qu'avec la pandémie, on a décidé de faire juste l'Assemblée générale. Fait qu'on invite tous nos membres seulement parce que, étant donné qu'on a une restriction de place, fait qu'on demande juste à nos membres de venir nous accompagner à l'Assemblée générale. Il va y avoir un petit sketch aussi pour présenter des activités qu'on a eues durant l'année, faire un topo des statistiques qu'on a faites durant l'année. Une Assemblée générale annuelle, on sait à peu près en quoi ça consiste. Par contre, j'ai quand même demandé à Mme Ouellette les points qui seraient présentés lors de cette soirée. Le plan d'action pour l'année prochaine, l'année 2021-2022. On a les rapports financiers de l'année 2020-2021. Puis, comme je disais, le sketch qui présente les activités qu'on a eues en 2020-2021. Vous vous demandez peut-être si des coûts sont à prévoir lors de cette soirée. Payer les cartes de membres ou bien pour la location de la salle? Eh bien, Mme Ouellette nous répond à ce sujet. Tout a été fait avant l'Assemblée générale, fait que tout est déjà prêt. Il y a un petit prix de participation qui est remis à l'entrée aussi, là, quand les gens s'inscrivent. En nous appelant là, au 851-40-88, ben, on remet un petit prix à l'entrée. Masque en tout temps pour le déplacement, assis à 2 mètres entre chacun, désinfection des mains, etc. Là. Un peu comme partout ailleurs. Est-ce que ça prend le passeport? Non, parce que c'est démocratique, sinon ça discriminerait plein de personnes, fait qu'on n'a pas besoin. 29 octobre 2021 à 13h30 à l'école secondaire de Trois-Pistoles, à l'auditorium de l'école secondaire. Donc, l'Assemblée générale annuelle du Centre Alpha des Basques, c'est à prévoir à votre agenda. Pour plus d'informations, vous contactez le Centre Alpha et Mme Julie Ouellette répondra à vos questions. Je cède maintenant la parole au comité Fleur de Lys, le comité des loisirs de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Riou, pour nous parler des activités qui vont avoir lieu cette année pour la fête de l'Halloween. L'Halloween est à nos portes et c'est pour cette raison que j'ai été rencontrer le comité Fleur de Lys de Saint-Mathieu-de-Riou, comité des loisirs, pour qu'il nous parle un peu des activités qui sont prévues pour cette fête à Saint-Mathieu-de-Riou. Et premièrement, moi, je vais vous parler du concours d'épouvantail. Alors, on cherchait une idée à développer à Saint-Mathieu-de-Riou qui pourrait plaire à tout le monde, puis tout le monde pourrait participer. Donc, on s'est dit, ça pourrait être vraiment amusant que chaque personne crée un épouvantail. Et dans le fond, on a lancé ce concours-là, le concours des épouvantails les plus cool. Et jusqu'à maintenant, ça l'embarque vraiment bien. Il y a beaucoup de citoyens à Saint-Mathieu qui ont créé leur épouvantail. Puis ce que je trouve particulier aussi, c'est que les gens les ont fait à leur image. On voit là qu'il y en a qui jouent de la musique, il y en a qui pêchent, il y en a qui sont déguisés en sorcières. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'originalité. Les gens embarquent. Puis, ceux qui veulent participer, il n'est pas trop tard. Dans le fond, vous créez votre épouvantail et vous allez cliquer sur Facebook, sur la page du comité des loisirs Fleur de Lys de Saint-Mathieu-de-Riou, puis il y a un lien pour s'inscrire. C'est vraiment un concours de participation, là. Il n'y a pas de jury. Vous vous inscrivez, puis il y a 6 bons d'achat, des bons de certificats cadeaux de 50 $ à gagner. Le comité, on a décidé qu'on allait organiser la fête de l'Halloween le samedi 30 octobre. Donc, cette journée-là, à partir de 6 h le soir, les enfants sont invités à venir se promener dans le village et il y aura la distribution des bonbons par les citoyens, mais il y aura aussi un beau décor qui va être monté dans le stationnement face à l'église et quelques familles qui vont offrir des petits jeux de type kermesse dans le village. Donc, les enfants sont vraiment bienvenus là, à venir le samedi soir 30 octobre à Saint-Mathieu pour fêter l'Halloween.
Dans le fond, la distanciation, les petits jeux, c'est moi qui les conçois. Là, je pense à ça aussi, là, aux mesures sanitaires. Donc, avec l'Halloween, il y a plusieurs citoyens là, qui avaient trouvé des moyens l'année passée de soit faire circuler les bonbons dans des grands tubes ou de les lancer ou de les mettre dispersés sur les terrains. Donc, on continue à se protéger, à respecter les règles. Puis, c'est une des raisons aussi qui a fait en sorte qu'on a organisé cette activité-là. On avait plusieurs idées. Puis, suite à ça, le comité, on s'est dit, bon, bien, avec la pandémie et toutes les règles sanitaires, on ne pouvait pas faire quelque chose à l'intérieur, on ne pouvait pas danser, Donc, on a dit, bon, bien, on va organiser de quoi pour les enfants? Oui, on est à la recherche de membres pour s'impliquer dans le comité. Écoutez, on a du plaisir. On organise l'événementiel, on pousse des projets en infrastructure pour tout ce qui est loisirs ou sportifs. Puis, on vient appuyer là, le conseil dans cette organisation-là. On représente les citoyens, dans le fond. Là. Donc, oui, si vous voulez vous impliquer, toujours la même page Facebook, Comité des loisirs Fleur de Lys, vous pouvez nous écrire, puis on va vous contacter, on va vous accepter. Ça, c'est sûr. Cette année, la course de boîte à savon a eu lieu le 5 août. Et puis, on a eu 3 catégories, 3 gagnants dans 3 catégories. Loïc Saint-Jacques, Marie-Lie Gingras et Henri Damour. On les a remis des petites médailles, puis on a remis aussi des médailles pour la participation pour ceux qui étaient en haut de 12 ans. Puis on a eu aussi la participation de la SQ qui sont venus et c'est eux qui ont donné les médailles aux jeunes. Et on a eu l'aide de beaucoup de bénévoles. Il faut remercier nos bénévoles parce que si on n'aurait pas nos bénévoles, on ne pourrait pas exister. Parce que c'est de l'organisation. Et puis, dans le peu de temps qu'on a eu pour pouvoir le faire, je trouve qu'on a été assez compétents. Venez donc faire un tour à Saint-Mathieu-de-Riou pour vous promener, pour vous balader, pour voir les épouvantails qu'ils ont pu faire. Bonjour! Et c'est un rendez-vous le 30 octobre pour la fête de l'Halloween. On est maintenant rendu à la moitié de notre émission. J'espère que le contenu vous plaît jusqu'à maintenant. On prend une pause publicitaire et au retour, je vous présente le reportage que j'ai pu faire avec Josiane Fraser de la Maison de la famille des Basques. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Bon, on prend quoi? Le gin écrit en lait doré, ça fait full chic? Ou la bouteille est belle, on dirait un parfum cher? Un parfum cher. Ne vous fiez plus juste à la bouteille grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine dans votre appli SAQ. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Les filles, je vous adore. Hein? Vous êtes vraiment là, toute ma vie. Mais là, je dois vous avouer que ce qui est important pour moi, là, présentement, c'est le développement résidentiel.
Ben oui, mais Simon, je comprends, mais il y a aussi les pompiers, le traitement des eaux, la piste cyclable, le déneigement, la bibliothèque, le jardin communautaire. Puis les permis de construction. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Bonjour, je vois que vous hésitez entre le clos, il y a un reste pas gros sur la tablette, c'est bon signe, et le domaine, j'ai espionné le conseiller pendant qu'il parlait à madame à côté. Les deux me tentent. Simplifiez-vous la vie grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine, dans votre appli SAQ. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. Je t'aime, Vincent. Je pense toujours à toi, puis sincèrement, je pense qu'on a plein de points en commun. Mais il y a des choses tellement plus importantes que toi présentement dans ma vie, comme la voirie. OK, mais il y a aussi les espaces verts, le recyclage, le terrain de pétanque, le nettoyage des rues, les taxes municipales de parc à chiens, puis le transport en commun. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. À compter du 8 novembre prochain, la Maison de la famille des Basques de Trois-Pistoles démarre sa campagne « Un beau Noël pour tous ». Je sais, on est un peu en avance pour parler de Noël, l'Halloween s'en vient très prochainement, mais la campagne de la Maison de la famille est très importante pour pouvoir ramasser des cadeaux, ramasser des dons financiers également pour les enfants pour Noël. Et à ce sujet, j'ai été rencontrer Josiane Fraser de la Maison de la famille des Basques qui était intervenante. La campagne de parrainage Un beau Noël pour tous en est maintenant sa 7e année. Donc, depuis 7 ans, on part à la recherche de parrains-marraines qui vont venir parrainer des enfants entre 60 et 80 enfants par année, en fait, là, donc c'est pas rien. Ici, dans la MRC, donc le but se veut d'offrir à chaque enfant les cadeaux qu'il souhaite recevoir là, sous l'arbre à Noël, en fait. Dans le fond, c'est parti des pompiers qui
À la base, c'était nommé la collecte de jouets. Donc, les pompiers ramassaient là, des jouets usagés, on collaborait avec eux, on lavait les jouets, on les réparait et suite à ça, on pouvait les redistribuer dans la communauté. Mais d'année en année, on s'est dit, pourquoi pas pouvoir... que les enfants vivent un peu cette magie-là de recevoir ce qu'ils ont souhaité sous l'arbre. Fait que de ça est découlée la formule de parrainage Un beau Noël pour tous. C'est sûr et certain qu'il y a une augmentation dans le sens que c'est de plus en plus connu, cette formule-là, avec le temps. Et je te dirais que c'est relatif, c'est tout dépendant des années, tout dépendant des besoins, en fait, des familles qui vont faire la demande. Donc, les familles reçoivent de la part, soit de la maison de la famille, auprès de leur école ou auprès de leur intervenant, un petit formulaire comme ça à remplir. Donc, le parent avec l'enfant peut remplir la demande, faire un dessin ou écrire une lettre, tout dépendant de l'âge de l'enfant, mentionnant 4 souhaits de cadeaux d'une valeur d'environ 40 $. Fait que c'est grâce à ces feuillets-là de demande qu'après ça, nous, on peut les recevoir ici et les jumeler avec les parrains marraines. C'est une formule tout à fait confidentielle, autant pour les parrains marraines qui participent que pour les familles là, qui font la demande aussi. Là, on respecte vraiment ce volet-là. Que ce soit par courriel ou par téléphone là, directement. Donc, mon courriel à moi, mdfbasqueanimation@commercialoutlook.com ou par téléphone directement à la maison de la famille, 418-851-2662 et le poste 301. Il y a 2 façons de participer à Un beau Noël pour tous, à cette formule de parrainage. Que ce soit de faire l'achat d'un cadeau en recevant la demande confidentielle d'un enfant avec les 4 demandes qu'ils ont fait ou en offrant un don monétaire à la maison de la famille qui va se charger d'aller acheter les cadeaux. Donc, tout dépendant du choix que le parrain, la marraine va faire, pour l'achat d'un cadeau, on leur demande de communiquer avec nous d'ici le 3 décembre. En fait, pour avoir le temps là, pour aller faire les achats et tout. Mais les dons monétaires, eux, sont acceptés en tout temps. Puis on va vraiment se servir de ces dons-là pour le meilleur pour les familles. À quel moment? C'est vraiment là, les dernières journées là, avant le congé des fêtes, en fait, là, donc aux alentours du 22 environ décembre. Donc, notre équipe, et souvent une équipe du 6, se joint à nous pour aller faire la livraison là, dans les municipalités et à Trois-Pistoles aussi. Fait qu'on fait vraiment le porte-à-porte, puis on va porter là, aux familles les cadeaux emballés, les demandes que les enfants ont fait. C'est donc du 8 novembre jusqu'au 3 décembre que les gens sont sollicités par la Maison de la famille des Basques pour participer à Un beau Noël pour tous. C'est maintenant le temps du dernier reportage de l'émission. Je vous présente une vidéoconférence que j'ai pu avoir avec Marco Alberio, chercheur universitaire, pour qu'il nous parle d'un sondage qui est en cours sur la situation des aînés au Bas-Saint-Laurent. Bon visionnement! Ici Marc-André pour TCBH. Je suis en compagnie de Marco Alberio, titulaire de la chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires. Monsieur Alberio, bonjour. Bonjour. Une recherche pour savoir comment contrer l'exclusion des aînés en milieu rural. Pouvez-vous m'expliquer ça? Oui, absolument. C'est une recherche financée par le FRQ, le Fonds de recherche québécois. Et c'est une action concertée avec plusieurs ministères, le ministère de la Famille, le ministère de l'Immigration, le secrétariat aux aînés et au logement, etc. Et évidemment le ministère des Services sociaux, de la Santé et des Services sociaux, qui finance aussi avec une somme additionnelle notre recherche. Cette recherche vise à comprendre comment la COVID, la pandémie, peut devenir un élément majeur d'exclusion des personnes aînées. Donc, déjà, les personnes aînées peuvent être à risque d'exclusion sociale et la COVID pourrait devenir un facteur ayant aggravé cette situation. Donc, nous, différemment de plusieurs recherches qu'il y a eu sur l'exclusion sociale des aînés, qui se sont concentrées sur les milieux urbains,
on va surtout se concentrer sur les milieux ruraux. Donc, on a décidé de se concentrer dans l'est du Québec, mais en particulier dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie. Mais on n'a pas, par exemple, décidé de choisir Rimouski ou Rivière-du-Loup. On a vraiment choisi des zones, des MRC plus rurales. Donc, on a choisi, par exemple, les Basques, dans lesquels le territoire de Trois-Pistoles, où plusieurs des personnes qui vous écoutent proviennent, est concerné. Donc, la MRC des Basques, la MRC de Kamouraska. Dans Chaudière-Appalaches, ça sera Bellechasse et les Etchemins. Et en Gaspésie, c'est Bonaventure, la MRC de Bonaventure et la Haute-Gaspésie. Donc, vous voyez, c'est des régions relativement éloignées des grands centres, mais aussi relativement éloignées des centres régionaux comme Rimouski, par exemple. Les Basques, c'est quand même 45 minutes, 1 heure de la ville régionale. Donc, nous, on veut comprendre vraiment la situation des personnes aînées, mais aussi de ceux qui travaillent avec les personnes aînées. Donc, on va rencontrer dans toute la recherche, dans chaque MRC, environ une vingtaine, 20-25 personnes aînées pour comprendre leur vécu. On va se concentrer sur des 70 ans et plus. Donc, on veut vraiment comprendre le vécu de ces personnes, comment la pandémie est venue impacter leur vie, dans quelle forme, etc. Pour le faire, on aura des questionnaires. Donc, les gens des Basques aussi recevront des appels par une firme qui s'appelle Segma, qui leur expliquera, qui les appelle par le compte de l'Université du Québec à Rimouski, qui fait cette recherche. Donc, on veut vraiment vous poser des questions standardisées. Donc, on va suivre un canevas, une grille, avec des questions standardisées, quantitatives, dans lesquelles il y a vraiment des réponses fermées. Et le questionnaire durera environ 20 minutes et ça sera par téléphone. Donc, je demande aux aînés, aux personnes aînées qui nous écoutent, qui écoutent cette entrevue, de donner leur disponibilité pour cette entrevue parce que c'est aussi une recherche qui servira à faire des actions concrètes. Parce que, comme je disais, on travaille de près avec les ministères. Donc, les ministères veulent comprendre la réalité des personnes aînées. Donc, quand on dit le mot personnes aînées, on dit tout et rien. Parce que derrière la catégorie aînée, il y a tout. Il y a des gens de 60 ans, 65 ans, comme des gens de 90. Donc, nous, on a décidé de se concentrer sur des personnes de 70 ans et plus parce que c'était eux qui étaient visés par les mesures gouvernementales, par exemple, qui demandaient aux personnes aînées de ne pas se déplacer dans les épiceries, de demander aux proches d'aller faire l'épicerie pour eux. Donc, selon notre hypothèse, c'est vraiment ces gens-là de 70 ans et plus qui ont été atteints de manière particulière par ça. Mais on veut comprendre pourquoi, comment, à travers quel mécanisme, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant le confinement, qu'est-ce qu'ils faisaient avant qu'ils ne pouvaient plus faire pendant le confinement, comment s'est passé le déconfinement, comment s'est passé le reconfinement, parce que c'est des jeux de mots, mais il y a eu tout au long de cette pandémie du confinement, du déconfinement, du reconfinement. Donc, c'est vraiment des moments qui ont pu avoir aussi une atteinte chez les personnes aînées, donc des conséquences importantes. Et on veut comprendre tout ça. Le questionnaire vise aussi à comprendre un peu la réalité liée au stress et à l'anxiété que ces personnes ont pu vivre. Après, on va faire un volet plus qualitatif, toujours avec les personnes aînées. Donc, on va aussi faire des entrevues. Et là, on a des acteurs du milieu qui nous aident à recruter. Donc, encore une fois, si quelqu'un des organismes communautaires vous demande de participer à une entrevue, il y a aussi une entrevue au-delà du questionnaire téléphonique. Il y a aussi une entrevue qu'on aimerait faire avec vous, les personnes de 70 ans et plus. Et dans cette étude, donc, on se concentre sur les personnes aînées, mais on veut aussi voir la réalité de ceux qui offrent des services. Donc, on sait que la pandémie, c'était quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Donc, il y a aussi des alliances inédites qui se sont faites. Il y a le système de la santé, il y a les C3S, il y a les CLSC, mais il n'y a pas que ça.
Il y a aussi le secteur communautaire de l'économie sociale qui a été beaucoup sollicité, des citoyens particuliers, mais il y a aussi les MRC, justement. Déjà, depuis quelques années, ils ont une mission sociale et là, la pandémie leur a amené aussi quelque chose de très concret à approcher. Il y a aussi des gestionnaires de crise comme la santé publique. Les pompiers aussi, par exemple, c'était une crise inédite. Donc, on a mobilisé toutes les forces vives de la société, même des choses qui sont peut-être moins liées au côté sanitaire. Mais donc, on veut voir tout ça. On est curieux de voir les meilleures pratiques qui sont faites pour voir les apprentissages, pour voir comment les choses ont fait, si les choses ont été faites différemment. Donc, on veut relever ces meilleures pratiques pour les classer, pour les identifier, les classer, pour les organiser. Et bon, les meilleures pratiques, les innovations sociales ne sont pas toujours reproduisables d'un territoire à l'autre. Mais si on comprend un petit peu, ce n'est pas des recettes, mais si on comprend un petit peu les éléments qui font en sorte qu'elles se produisent, c'est quoi qu'il prend, des milieux vivants, des milieux avec des leaderships importants, etc. Si on comprend quels sont les éléments importants, peut-être on pourrait faire une mobilisation qui reproduit ces éléments-là pour ensuite, lors d'une autre crise, parce qu'il ne faut pas le cacher, et on est dans un temps où peut-être d'autres crises arriveront, des crises environnementales, déjà qui sont cycliques, il y a des marées qui touchent tous les territoires, compris les territoires des Basques, de Trois-Pistoles. Donc, c'est des crises aussi sanitaires qui peuvent revenir. Donc, les experts, les biologistes, les microbiologistes nous disent qu'il y a des crises qui peuvent revenir. Donc, il faut être prêt. Il faut peut-être aussi mettre ces connaissances qui ont été acquises, les mettre en système pour pas qu'elles soient gaspillées, parce que souvent, ce qu'on fait avec le temps risque de se perdre parce que les gens décèdent, parce que les gens changent d'emploi et ils vont à la retraite et tout ça. Donc, il y a vraiment des enjeux de garder la mémoire de ce qui est passé, de garder les pratiques qui ont été introduites pour le futur. Quand vous parlez d'exclusion, certaines personnes qui pourraient être sollicitées pour le sondage, justement, peut-être qu'ils vont se dire « ça me concerne pas, j'ai pas d'affaires à répondre à ça, je fais pas partie de cette tranche d'âge qui a pu vivre de l'exclusion sociale ». On parle de quoi quand on parle d'exclusion sociale? C'est une excellente question que j'aurais dû répondre moi-même sans que vous la posiez, mais je vous remercie de l'avoir posée. C'est vraiment pertinent. Justement, on parle de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, d'exclusion sociale et pas de pauvreté. Parce que la pauvreté touche une partie de la population, tandis qu'elle est très spécifique, ça peut toucher plusieurs personnes, mais ici, on ne parle pas de pauvreté seulement, on parle d'exclusion, parce que l'exclusion ne concerne pas juste le revenu ou les ressources en termes d'argent. L'exclusion sociale touche aussi le capital social, pas juste le capital monétaire. Donc, il y a des personnes qui ne se considèrent pas comme à risque d'exclusion sociale, mais qui le sont. Et il y a des personnes on pourrait penser qu'ils sont à risque d'exclusion sociale parce que peut-être ils ont des très faibles revenus, mais qui sont très bien entourés, qui sont très bien présents dans la communauté. Et les communautés rurales, souvent, offrent vraiment des millions de cohésion sociale dans lesquelles on accompagne. Mais il y a des questions liées, structurelles liées au territoire, l'éloignement de certains services, bien que des services de proximité sont aussi présents dans des villages comme Trois-Pistoles, mais la variété de services est certainement un enjeu. Il y a aussi des problèmes liés au fameux désert alimentaire, peut-être pas à Trois-Pistoles elle-même, mais dans les villages du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de Chaudière-Appalaches, on peut trouver aussi des déserts alimentaires. Et on sait que les proches aidants qu'on va aussi interviewer ne sont pas toujours présents. Souvent, les enfants des personnes aînées ont dû quitter la région pour aller à Montréal, à Québec, faire des études, et après, ils ont décidé de rester, ils ont construit des familles, ne sont pas toujours revenus. Ou des fois, habitent à Rimouski, donc à 1h30, par exemple, de Matane, de Trois-Pistoles, etc. Donc,
c'est pas toujours évident aussi pour les proches aidants offrir des services à leurs proches. Alors, des questions structurelles liées à l'éloignement des épiceries, des services, peuvent jouer un impact sur l'exclusion sociale. Donc, et on sait que les personnes estiment souvent leur réalité parce qu'on a tendance pour se raconter l'histoire quand on va bien, à sous-estimer. Mais cette crise pandémique a eu vraiment un impact très fort sur les personnes, aussi sur les jeunes, pas juste sur les aînés. On voit par exemple que ça a eu un impact très fort sur la santé, sur le bien-être et la santé mentale des étudiants, qui sont des jeunes, mais quand même. Donc, oui, probablement, certaines personnes sont moins touchées par l'exclusion, mais justement, nous, on est intéressés à voir tous les profils parce qu'on veut comprendre aussi ceux qui vont bien. On voudrait et on est content si on trouve des personnes qui vont bien parce qu'on veut comprendre c'est quoi qui les a fait sentir bien, qui les a gardés inclus dans la société. Donc, on veut voir tous les profils des 70 ans et plus qui vivent dans ces régions. Monsieur Alberio, merci beaucoup. Merci à vous. Très intéressant. Merci. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié les multiples entrevues qu'on vous a présentées cette semaine. Et la semaine prochaine, tenez-vous bien, j'en ai déjà à l'horaire. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets à nous faire, je vous invite à faire tout ça sur tcbh.tv. Abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin. Drax? Jim. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode.